Alors, la deuxième présentation va nous être faite par Dr Fatima Abou Ali, qui a aussi fait un passage à la pharmacovigilance. Comme quoi, la pharmacovigilance mène à tout, hein. Alors, donc, Dr Fatima Abou Ali, elle est médecin spécialiste en toxicologie, pharmacologie. Elle est spécialiste en médecine du sport. Elle occupe les postes de président de l'Agence marocaine antidopage et l'Organisation régionale antidopage pour l'Afrique du Nord. Elle est également présidente de l'Union africaine de médecine du sport. Elle est par ailleurs le point focal du gouvernement marocain auprès de l'UNESCO et du Conseil de l'Europe en matière de lutte contre le dopage. Elle est aussi membre de panels d'experts de plusieurs organisations internationales. Donc, autant vous dire que son point de vue compte énormément en tout ce qui concerne le dopage, aussi bien au Maroc qu'en Afrique. Alors, elle va nous brosser un état des lieux du dopage au Maroc, les personnes concernées, les circuits d'approvisionnement, les risques liés au dopage, le cadre réglementaire au Maroc et les mesures prises pour lutter contre le dopage au Royaume. Sans plus tarder, je lui donne la parole en la remerciant. 15 minutes. Comme Houda. Houda, en a fait 17. Merci. Merci Cédragé, merci aux organisateurs déjà de m'inviter à cet événement, ce prestigieux événement. Et je me réjouis, c'est pour la première fois, comme quoi le Mususage sur le sportif intègre cet événement. D'accord, donc voilà, donc je vais pas vraiment m'attarder sur le phénomène parce que le phénomène du dopage il est un peu beaucoup plus large que ce qu'on croit, mais je vais vous donner un peu la pitié d'aller chercher et d'aller vraiment fouiller pour savoir qu'est-ce que la lutte anti-dopage et quelle est sa relation avec le Mususage d'une façon générale. Donc c'est là. Donc, pour dire déjà, c'est que la pratique sportive contribue à l'épanouissement de la vie quotidienne. Et puis après, mais tout simplement, c'est que le sport doit être pratiqué dans de bonnes conditions et avec vraiment des objectifs bien définis. Parce que sinon, on peut tomber dans ce qu'on appelle les conduites dopantes qui automatiquement conduisent à des conduites addictives et par conséquent, on a le risque qui s'installe. Donc, si on veut vraiment dire quoi les conduites dopantes, on peut les citer, on peut donner un petit panorama, qu'est-ce que vraiment le dopage d'une façon générale, c'est que ce sont la prise d'un certain nombre de substances, c'est qu'il y a aussi le dopage sanguin, il y a le dopage génétique, il y a un peu de tout en fait, donc c'est un peu large, ça dépend de la discipline sportive pratiquée, ça dépend aussi de plusieurs choses, entre autres, c'est l'objectif sportif déjà visé par le sportif. Mais tout pour vous dire, c'est que le dopage, il consiste et il repose d'une façon vraiment directe sur le mésusage. Parce qu'on ne peut pas dire comme quoi celui qui va se doper, il va prendre un médicament avec les 5B. Il n'y a aucune. Déjà, c'est pas un bon patient parce qu'il n'est pas patient. Donc, on va en parler. Donc, pourquoi déjà le dopage dans le sport? C'est pour beaucoup plus améliorer la performance. Et aussi, c'est pour masquer la prise d'autres substances parce que le sportif, il est mené à être contrôlé. Et donc, il va payer pour toute prise d'un produit interdit. Automatiquement, il peut prendre un produit interdit, mais il peut prendre aussi un autre produit pour masquer le premier produit. Mais aussi, il y a le problème, c'est que le sport, de nos jours, tout le monde prend des choses, même pas le sportif d'un certain niveau de compétition. Donc, automatiquement, on trouve la prise de produits dans un cadre de mésusage, de déviation d'utilisation, pour rien que pour améliorer l'apparence physique. Malheureusement, dans nos salles de sport, maintenant au Maroc, c'est un grand problème qu'on a, c'est que tout le monde prend des choses, chacun de nous prend des choses chaque jour pour améliorer ses conditions physiques. Et pour les gens qui font le sport, c'est encore grave, parce on va voir comme quoi il y a quand même une facilité d'acquisition. Donc, concernant les effets recherchés, en fait, on peut chercher la force, on peut chercher la concentration, l'endurance et le tonus, ou bien le tonus, et chaque fois, il y a la prise d'un médicament
qui va directement vers cet objectif. Et c'est comme ça qu'il y a la diversité de prise de produits. Et parfois, il y a même la prise de plusieurs produits en même temps. Et dans une étude récente qu'on a effectuée, on a trouvé comme quoi, chez le footballeur, d'une façon générale, d'un certain niveau un peu beaucoup plus élevé, la prise de produits, elle est en moyenne de 11 produits par jour. Et vous pouvez imaginer. C'est vraiment beaucoup. Hein. D'accord? Donc l'effet recherché, il est très... ça dépend de chacun de nous, donc il y a un effet recherché. Mais par contre, il y a les facteurs favorisants aussi. Quels sont ces facteurs qui peuvent favoriser ça? Déjà, c'est l'automédication et la polymédication. Donc on tombe directement dans le usage, la déviation d'usage. C'est là que c'est facile au produit. Malheureusement, devant le manque d'une législation correcte concernant les compléments alimentaires, chez nous, en tout cas, je parle du Maroc, donc je sais vraiment ce qui se passe, et c'est qu'il y a un vrai problème avec ces produits-là. Sinon aussi, il y a l'influence de l'entourage, il y a l'absence de la législation, et puis après, c'est le marché noir et de contrebande qui est très, très actif dans ce sens-là. Donc voilà, donc là, c'est pour vous montrer tout simplement ça, c'est une image, pas d'autre. D'accord? Mais il y a des gens dans la salle qui peuvent se rappeler ça, qui s'intéressent un peu au sport. C'est Florence Griffith Jr., qui a été double champion de 100 mètres en 1988. Mais malheureusement, en voyant les deux photos-là, on se rend compte qu'il y a un problème déjà. Voilà, donc c'est apparent à tout le monde. Mais il décède à l'âge de 39 ans, après ces médailles de 1988. C'est malheureux. C'est malheureux. D'accord? Donc là, normalement, c'est une illustration qui est nette et flagrante concernant la prise de produits qui ne respectent aucune lettre B. C'est pas un patient, donc il prend des produits alors que c'est pas un patient, c'est pas la bonne voie, c'est pas la bonne dose, c'est pas le bon moment, donc rien n'est respecté. Donc automatiquement, on tombe dans ça. D'accord? Et nos jeunes, ils s'identifient à ces personnes-là, malheureusement, et ils prennent des choses. D'accord? Donc pourquoi lutter déjà contre ce dopage, puisqu'on va dire comme quoi le sportif, il a le droit de faire de son corps ce qu'il veut parce qu'il cherche un objectif. Mais tout simplement parce que premièrement, c'est la protection de la santé, et dans en tout cas, moi je parle toujours et je reviens au Maroc parce que le gouvernement marocain, il est responsable de la santé de la population. Et automatiquement, on n'a pas le droit de faire dans notre corps ce qu'on veut. On doit quand même rester dans le respect de son corps. D'accord? Donc, on n'a pas la culture américaine où chacun peut faire ce qu'il veut de son corps. Non. Nous, ici au Maroc, l'État est responsable de la santé des citoyens. Et automatiquement, on est dans un système l'obligation aussi de contribuer aux ODD, aux objectifs de développement durable de l'OMS, qu'il faut respecter. Donc là aussi, donc ça a été établi dans le cadre de la lutte antidopage, on est dans l'action 3, dans l'action Kazan, qui a été élaborée pour contribuer au 3e objectif de développement durable de l'OMS. Et deuxièmement, il y a tout ce qu'on appelle aussi le respect de l'intégrité du sport. Vous savez que l'intégrité du sport, de nos jours, il englobe 5 volets, 5 grands volets, y compris la lutte antidopage, en passant par la manipulation des compétitions, par la corruption, par pas mal de choses. D'accord? Donc là, normalement, ce sont 2 principales raisons pour lesquelles il faut combattre ce misusage de produits dans le sport. D'accord? Et là, normalement, on lutte contre des dérives modernes du sport pour préserver les valeurs et pour aussi préserver surtout la santé des citoyens. Donc, est-ce que le dopage peut être qualifié d'un problème de santé publique? De nos jours, on va vers ce créneau-là. Pourquoi? Parce que le risque de dopage, c'est un risque latent. On ne peut pas déclarer des effets indésirables pour un produit qui n'est pas utilisé dans les bonnes conditions d'utilisation. Et non, c'est parce que déjà le sportif, il ne voit pas ça comme c'est un effet indésirable. Parce que lui, il voit les bénéfices, il ne va pas déclarer parce qu'il prend déjà des produits interdits. Il ne doit pas déclarer, d'accord? Il ne déclare ni les effets indésirables, ni les produits, ni les effets toxiques. Rien. Et puis après, on n'a pas de base de données. Qui va déclarer comme quoi il prend des produits pour ça? Personne. Donc on n'a pas de base de données. Et on n'a même pas des études. Parce que ce n'est pas éthique de faire des études de prise de produits dopants sur les sportifs. On ne peut pas le faire, ce n'est pas éthique du tout. On ne va pas prendre une personne et l'intoxiquer pour faire des études. Non, on ne peut pas le faire. Mais même les études qui existent maintenant, elles sont disparates. On ne peut pas les comparer. C'est incomparable.
On ne peut pas comparer l'étude qui a été faite sur le basketteur d'un certain niveau avec un tennisman, on ne peut pas les comparer. C'est incomparable. Donc, même la prévalence du dopage, on n'a pas une idée. La prévalence du dopage, elle va de 2% à 50%. Ça dépend du niveau de la pratique, ça dépend de la discipline, ça dépend de plusieurs choses. Et puis, il y a un grand manque de visibilité concernant ces études-là. Donc, on ne peut pas vraiment aller de loin. Mais la chose qui rassure, moi, cette plaque-là, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, on commence à prendre conscience comme quoi la prise de produits de performance, il pose un problème à l'échelle nationale et internationale. Et à l'échelle internationale, c'est très intéressant parce que l'Agence mondiale antidopage, qui coiffe un peu toute la lutte antidopage à l'échelle mondiale, il a déjà fait une déclaration commune avec les autorités internationales de l'industrie pharmaceutique. Et puis après, dernièrement, en 2023, l'OMS se joint aussi à l'Agence mondiale, et c'est une très très bonne chose, pour au moins dire qu'il y a un problème. Donc, si on peut qualifier ce dopage d'un problème de santé de public, c'est très intéressant. Sinon, on peut déjà le qualifier d'un déterminant qui peut, à lui seul ou associé à d'autres facteurs, peut devenir un problème de santé publique. Et ça, c'est très intéressant. C'est la coopération internationale qu'il faut rechercher pour pouvoir situer ce problème. Donc, est-ce qu'il y a des cadres réglementaires et institutionnels pour réglementer cette activité et ce problème-là? Oui. Il y a de très beaux textes de loi, mais il faut les appliquer. D'accord? Donc voilà. Nous, en tout cas, au Maroc, heureusement pour nous, c'est qu'on a une loi, la loi 97/12, qui vient d'être modifiée et complétée par la loi 06/23, qui est très robuste, parmi les lois les plus robustes au monde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le législateur marocain, il a compris comme quoi le problème du dopage, il va au-delà de la santé. Il va vraiment vers l'exploitation de l'humain. Et là, il a fait, parmi les rares pays qui ont fait et les sanctions disciplinaires pour tout ce qui est sportif, mais les sanctions pénales pour toute personne qui commerce, qui détient, qui stocke, qui fabrique des produits qui risquent d'être dangereux pour la santé. D'accord ? Et là, c'est très intéressant de saluer déjà cette loi, et le législateur marocain, il en était conscient. Mais sinon, le Maroc, il a déjà ratifié la convention de l'UNESCO déjà depuis 2009, et puis de là, il a adopté le Code mondial, et lorsqu'on adopte ce Code mondial, on doit travailler selon un certain nombre de standards internationaux et des règles de bonne pratique. Sinon, le Maroc, bien sûr aussi, il est sur la convention du Conseil de l'Europe, et c'est pour ça qu'ici au Maroc, on a un peu d'élan par rapport à plusieurs autres pays, parce que comme on est et sur la convention de l'UNESCO et sur la convention du Conseil de l'Europe, on a quand même on a gagné certaines étapes concernant le fonctionnement. Cette plaque est très intéressante pour vous, chers pharmaciens. Pourquoi ? Parce que je ne crois pas que le problème des produits, qu'il est perçu de la même façon dont je le perçois moi-même. D'accord ? Mais lorsqu'on voit quand même cette quantité de produits sur ces classes, ce ne sont pas des classes thérapeutiques qui sont selon le classement OTC ou quoi que ce soit, mais c'est un classement beaucoup plus, c'est pour rassembler un certain nombre de produits qui agissent pour un effet recherché pour le sportif. D'accord ? C'est comme ça que ça a été classé. Donc, lorsqu'on trouve le S0, c'est tout ce qui est substances non approuvées. C'est quoi les substances non approuvées ? C'est toutes les substances qui sont en cours de développement. Ça veut dire qu'elles sont encore au cours des essais cliniques, le développement du médicament. Et malheureusement pour nous, c'est que le sportif, maintenant, il se substitue à l'animal sur cette étape-là. Et c'est grave, c'est vraiment grave. Parce que lorsque l'humain se substitue à l'animal concernant les essais cliniques, ça devient grave. Parce que la majorité des produits maintenant qui ne sont pas encore détectés au laboratoire, ce sont des produits qui appartiennent à S0. D'accord ? Mais sinon, il y a le S1 qui sont les agents anabolisants. On a aussi les hormones peptidiques, les bêta-2 agonistes, les modulateurs hormonaux, les diurétiques, les stimulants, les narcotiques, les cannabinoïdes et les corticoïdes. Je crois qu'on a fait un peu le tour quand même de toute la gamme thérapeutique. Et ça, ce qui est grave, c'est qu'on peut retrouver n'importe quel produit sur ces substances. Là, les substances interdites, c'est une liste en fait qui est établie chaque année
c'est par un comité scientifique de l'Agence mondiale antidopage. Bien sûr, tous les pays sont consultés concernant cette liste annuellement. Et puis, il est validé le mois d'octobre de l'année. Il rentre en vigueur le janvier de l'année prochaine. Et c'est comme ça chaque année. Chaque année, il y a des molécules qui sortent, des molécules qui rentrent selon la recherche scientifique. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les substances qui sont sur les listes, sur cette liste, ne sont pas vraiment démontrées scientifiquement. C'est par extrapolation. Ce sont la majorité du temps, ce sont des essais cliniques sur l'animal. Et puis par extrapolation, en fait, on les interdit chez les sportifs. D'accord? Donc sinon, on va passer quand même, on a un problème, on a dessiné quand même qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour les mécanismes de lutte qu'il faut avoir. Premièrement, c'est la prévention, l'éducation et la sensibilisation. Aujourd'hui, je crois que déjà ce qu'on fait aujourd'hui maintenant pour le mieux-usage des produits chez le sportif, c'est une grande séance de sensibilisation et de rentrer déjà en contact avec les personnes qui peuvent communiquer avec l'agence marocaine antidopage via son site internet, parce qu'on a beaucoup d'informations et on a beaucoup de documentation aussi pour les gens qui veulent quand même comprendre le problème sur ces bases. Sinon, il faut avoir des contrôles et des sanctions, ça c'est normal. Autant que les organisations antidopage, ce sont beaucoup plus des organismes de régulation. C'est qu'ils contrôlent, mais aussi ils sanctionnent. Ils peuvent engendrer des sanctions qui se limitent aux sanctions disciplinaires. Mais lorsqu'on dit sanctions disciplinaires, vous savez qu'un sportif professionnel, si on le sanctionne pendant 4 ans, c'est que sa carrière est finie. Hein. Donc automatiquement, c'est une lourde sanction. Mais au Maroc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'il y a aussi un comité... ce qu'on appelle c'est le comité d'investigation et des enquêtes. Et lorsqu'il juge comme quoi ce dossier-là, où il y a l'intervention de 2-3 personnes autour, on peut le passer carrément au ministère public. Et il y a aussi une poursuite judiciaire, il y a des sanctions pénales. Maintenant, alors que je vous parle actuellement, on a 3 arrestations déjà au cours de ce mois pour ces affaires-là. Et puis après, il y a la coopération institutionnelle. C'est qu'on doit établir des relations avec un peu le ministère de la Santé, le ministère du Sport, le ministère de l'Intérieur, le ministère public, même aussi les services de sécurité, la gendarmerie royale, la Sûreté nationale. Donc on a un peu beaucoup d'accords avec les institutions pour contrer ce problème-là. La coopération internationale, elle est intéressante aussi. Et bien sûr, n'oublions pas la recherche scientifique, parce que le problème qui se pose, c'est qu'il y a la prise de produits qui est spécifique à chaque région et à chaque pays. On ne peut pas trouver les mêmes choses dans certaines... Par exemple, je vais vous dire n'importe quoi. Houda a parlé des plantes. Automatiquement, ici au Maroc, on a beaucoup de problèmes avec les plantes. On est même cité en référence concernant un groupe de travail au niveau de l'UNESCO. On est représenté par 2 personnes, 2 experts. C'est pour élaborer un peu toutes les plantes consommées dans ce sens-là. Et bien sûr, avec beaucoup d'effets indésirables et beaucoup d'effets toxiques. Donc, si je peux vous parler un peu de prévention et d'éducation, c'est que l'Agence marocaine antidopage, elle a élaboré une stratégie d'éducation, de sensibilisation et d'éducation qui est très vaste, qui peut intéresser un peu tout le monde, avec des outils différents, allant de simple éducation fondée sur des valeurs à vraiment des éducations antidopage très, très spécialisées. On a même établi des modules au niveau des universités qui ont des instituts de métiers de sport. C'est pour les moniteurs de sport, où il y a tout un module de la lutte antidopage, de dopage, des risques pour des produits dopants et tout. Et on a aussi intégré les facultés de médecine pour la préparation des médecins du sport, où il y a aussi un grand module concernant la lutte antidopage. Sinon, il y a les contrôles et les sanctions. Ça, je vais vous donner, en tout cas, le travail de l'Agence marocaine antidopage sur les 4 dernières années. C'est que sur la liste des interdictions qu'on a vues, on a déjà les 9 classes sont touchées. Mais sur les 4 dernières années, c'est 8 sur 9. Et bien sûr, on trouve les agents anabolisants en tête. Et pourquoi les agents anabolisants sont en tête? Parce que malheureusement, tous nos compléments alimentaires qui sont vendus dans nos salles de sport, ils contiennent des anabolisants.
Et comme vous allez me dire pourquoi normalement ils contiennent des anabolisants, pourquoi ce n'est pas interdit. Parce qu'au-dessous d'un certain niveau, le fabricant n'est pas obligé de déclarer au niveau d'un certain pourcentage de type de anabolisant, le fabricant peut le mettre à l'intérieur sans le déclarer sur l'étiquetage. Mais ce sont des microdoses, oui, je veux bien, mais la consommation répétée et la consommation à des doses énormes, elle donne quand même de grands problèmes chez le sportif. Et bien sûr, commençons par la positivité des échantillons urinaires et sanguins, et même salivaires. D'accord ? Sinon, donc, on a les anabolisants, on a les hormones, mais on va aussi trouver tous les stimulants, on a un peu de tout. 22 substances sont impliquées, si on les détaille, et on trouve que le PO est en première place. Ça incite une petite réflexion, parce que le PO, il est vendu où? C'est un produit hospitalier. On ne peut pas le trouver en officine, en principe. Normalement, on ne peut pas le trouver en officine. C'est un produit hospitalier la majorité du temps. Voilà. Mais malheureusement, tous les cas de PO qu'on a, ce sont des produits vendus dans les pharmacies. Malheureusement. D'accord? Donc, on ne sait pas comment encore, mais ce sont... Et il y a même un documentaire français, malheureusement, qui était sur France 2, et il a cité carrément le Maroc, et même une région très, très particulière du Maroc, avec, bien sûr, un reportage télévisé, avec un film qui passe, et la pharmacie marocaine qui vend le PO. D'accord ? Et on est sollicité par les instances internationales concernant cette enquête, et on est dessus, et on va voir ce que ça va donner après. Alors là, complément alimentaire. L'Agence marocaine antidopage, il a déjà il a lancé un programme, une petite recherche concernant, c'est pas une petite, c'est une grande recherche, parce que en fait, on a travaillé sur tout le territoire marocain. C'est pour premièrement déjà évaluer l'utilisation des compléments alimentaires par les sportifs marocains, mais aussi c'est une étude transversale, prospective, descriptive et analytique pour faire en même temps un répertoire et bien sûr identifier les compléments alimentaires au niveau d'un laboratoire, avec l'analyse au niveau d'un laboratoire pour savoir s'ils contiennent des produits dopants, sinon des produits toxiques d'une façon générale. Donc en conclusion, le dopage constitue une menace pour l'intégrité du sport et surtout pour la santé. Donc on est conscient comme quoi il faut qu'on prête attention à cette population sportive qui prennent ce genre de produits, et l'importance d'une approche multidimensionnelle, que ce soit juridique, sanitaire, éducatif, qu'on doit tous, c'est l'affaire de nous tous. Ça veut dire, on ne va pas vraiment dire comme quoi ce n'est pas mon affaire, mais c'est l'affaire de nous tous. Pourquoi ? Parce que le sportif, c'est nous. C'est nos enfants. Ce ne sont pas des patients, mais c'est nous tous. On ne va pas dire que ça ne va pas m'arriver à moi. Non, on a tous des enfants qui vont aller dans des salles de sport. Un jour ou l'autre, ils vont tenter de prendre des choses. Malheureusement, maintenant, on voit quand même la mort subite qui est très, très grande dans les salles de sport marocains. Donc, il faut vraiment faire très attention. Donc, voilà, c'est un appel à une mobilisation collective pour un sport propre au Maroc. Je vous remercie. Je crois que j'étais dans mon temps. D'accord ? Merci, Dr Abou Ali, pour cette belle présentation très intéressante. Et moi, je retiens qu'il faut absolument qu'on ait un peu plus de contact avec l'agence pour justement essayer de sensibiliser aussi bien les pharmaciens, parce que les pharmaciens aussi, c'est une courroie de transmission qui peut sensibiliser les patients et les usagers de tels produits.